Lors d'un simple déjeuner, ma belle-fille a lâché « Tu devrais lâcher prise » et j'ai noté chaque mot. Le dimanche suivant, elle découvrirait ce que ces mots lui coûteraient. Avant de continuer, inscrivez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Pierre Gauthier, j'ai 79 ans. J'ai passé ma vie à construire, à réparer, à maintenir. Mes mains sont celles d'un homme qui a travaillé, vous voyez. Les articulations gonflées, les veines saillantes, quelques cicatrices ici et là. Chacune raconte une histoire. Celle sur mon pouce gauche, c'est quand j'ai réparé le volet du grenier en 1987. Celle sur mon index droit, c'est le jour où j'ai installé la nouvelle clôture avec mon père, en 1963. Je ne suis pas un homme qui abandonne facilement. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Je vis à Saint-Malo, en Bretagne. Vous connaissez peut-être. Les remparts, la mer, le vent qui ne s'arrête jamais. Ma maison se trouve à 15 minutes à pied du centre historique, dans un quartier qui était autrefois plein de familles de marins et d'artisans. Maintenant, c'est surtout des résidences secondaires et des touristes l'été. Mais ma maison, elle est toujours là. On l'appelle la maison jaune. Pas très original, je sais, mais c'est comme ça depuis toujours. Les murs sont d'un jaune pâle qui tire sur le crème, avec des volets bleu marine. Mon grand-père l'a construite en 1924, pierre par pierre. Il était maçon. Un sacré caractère, d'après ce qu'on m'a raconté. Je ne l'ai pas connu. Il est mort avant ma naissance, mais je sens sa présence dans chaque mur, chaque poutre. La maison fait 3 étages, pas énorme, mais assez grande pour qu'un vieil homme seul s'y sente parfois un peu perdu. Au rez-de-chaussée, il y a le salon, la cuisine, une petite salle à manger. Le salon donne sur un jardin qui fait peut-être 200 mètres carrés. J'y cultivais des tomates et des haricots verts, avant. Maintenant, je me contente de quelques herbes aromatiques et de rosiers que ma femme adorait. Au premier étage, 2 chambres et une salle de bain. Au deuxième, sous les combles, il y a l'ancienne chambre de Marc, mon fils, et un atelier où je range mes outils. C'est là que je passe le plus clair de mon temps, à bricoler, à réparer ce qui casse. Et il y a toujours quelque chose qui casse. Ma femme, Hélène, est décédée il y a 6 ans. Cancer du pancréas. 3 mois entre le diagnostic et la fin. On était mariés depuis 52 ans. 52 ans. On se connaissait depuis l'enfance, on habitait la même rue. Elle avait 15 ans quand je lui ai dit que je l'épouserais un jour. Elle avait ri, mais je l'ai fait. En 1968, à la mairie de Saint-Malo, puis à l'église Saint-Vincent. Elle portait une robe blanche toute simple qu'elle avait cousue elle-même. J'avais un costume trop grand que j'avais emprunté à mon oncle. On n'avait pas d'argent, mais on était heureux. Hélène aimait cette maison plus que tout. Elle disait que c'était notre château, notre refuge. Elle passait des heures dans le jardin, à planter, à tailler, à arranger. L'intérieur était toujours impeccable, pas un grain de poussière. Maintenant, je fais de mon mieux, mais ce n'est plus pareil. Il y a des toiles d'araignée dans les coins que je ne vois plus. Des taches sur le tapis du salon que je n'arrive pas à enlever. Parfois, je me surprends à lui parler, à lui demander où elle a rangé telle ou telle chose. C'est idiot, je sais. Avant de mourir, Hélène m'a fait promettre une chose. On était à l'hôpital, elle était sous morphine, elle avait du mal à parler. Elle a serré ma main, très fort pour quelqu'un d'aussi affaibli, et elle m'a dit « Pierre, promets-moi de ne jamais vendre la maison. Jamais. C'est notre histoire. C'est l'histoire de ta famille. Promets-le-moi. » J'ai promis en pleurant, en sachant que ce serait difficile, mais je l'ai promis. Et moi, Pierre Gauthier, je ne romps pas mes promesses. Mon fils Marc a 54 ans. C'est un homme bien, dans l'ensemble. Travailleur, honnête. Il a monté sa petite entreprise de plomberie il y a une 20aine d'années. Ça marche correctement, sans plus. Il emploie 3 personnes, lui compris. Il vit à Rennes, à 1 heure de route. On ne se voit pas très souvent. 1 fois par mois, peut-être. Parfois moins. Il passe le dimanche, on déjeune ensemble, on parle un peu, et puis il repart.
Il a toujours été un peu distant, même enfant. Pas froid, non, juste réservé. Hélène disait qu'il me ressemblait. Et puis il y a Véronique, ma belle-fille. Elle a 52 ans. Ils sont mariés depuis 28 ans. Comment dire, Véronique est une femme qui a des ambitions. Pas pour elle-même forcément, mais pour son couple, pour leur statut social. Elle travaille dans l'immobilier. Elle vend des maisons, des appartements. Elle est douée, paraît-il. Elle parle beaucoup. Elle sourit beaucoup. Mais ses yeux ne sourient jamais vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me regarde toujours comme si elle évaluait quelque chose. Le prix d'un meuble, la valeur d'un terrain. Quand elle entre dans ma maison, je la vois faire le tour du regard. Calculer. Ils n'ont pas eu d'enfants. Marc et Véronique. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'en ont jamais parlé et je n'ai jamais demandé. Ce n'est pas mes affaires. Mais je pense que ça a créé un vide entre eux. Un vide qu'ils essaient de remplir avec des choses matérielles. Une voiture plus grosse, une maison plus chic, des vacances plus loin. Véronique veut toujours plus. Marc suit, docile. Depuis la mort d'Hélène, leur attitude envers moi a changé. Ou peut-être que je l'ai simplement mieux remarqué. Au début, ils étaient présents, attentionnés. Marc venait presque chaque semaine. Puis, petit à petit, les visites se sont espacées. Et les conversations ont changé aussi. On ne parlait plus de la famille, de souvenirs, de comment j'allais. On parlait de la maison, de l'état de la toiture, du coût du chauffage, des réparations à faire. Et toujours, en filigrane, cette question qui revenait. « Papa, tu ne crois pas que c'est trop grand pour toi, tout seul ici ?» Au début, je répondais que non, que j'allais bien, que je gérais. Puis j'ai compris que ce n'était pas vraiment une question. C'était une suggestion, une pression douce, constante. Véronique était toujours la plus insistante. Marc, lui, restait en retrait, mal à l'aise. Il laissait sa femme mener la charge. « Il faut que je vous explique quelque chose sur cette maison. Elle ne vaut pas une fortune, mais elle vaut quand même un bon prix. Le marché immobilier à Saint-Malo est très tendu. Les gens de Paris, de Rennes, d'ailleurs, ils veulent tous une maison près de la mer. Avec le jardin, l'emplacement, la maison jaune pourrait se vendre facilement 600 000 €, peut-être plus. Pour Marc et Véronique, c'est une somme énorme. Pour moi, ce n'est rien qu'un chiffre sur un papier. Cette maison, ce n'est pas de l'argent. C'est ma vie. Mais Véronique, elle ne voit pas les choses comme ça. Pour elle, je suis un vieil homme têtu qui s'accroche à un bien qu'il ne peut plus entretenir, qui refuse d'être raisonnable. Elle me l'a dit d'ailleurs un jour. « Papa, il faut être raisonnable. À votre âge, c'est dangereux de vivre seul dans une maison aussi grande. » Raisonnable. Comme si renoncer à tout ce qui compte pour vous était une question de raison. Les mois passaient. L'hiver dernier a été particulièrement rude. Les tempêtes se succédaient. Le toit a commencé à fuir. Juste un peu, au début. Une tache d'humidité au plafond de la chambre d'amis. Puis une autre dans le couloir du premier étage. J'ai mis des bassines pour récupérer l'eau. J'ai essayé de colmater avec du mastic, mais ça ne suffisait pas. Il fallait refaire une partie de la toiture. 15 000 € minimum. Je n'ai pas cet argent. Ma retraite est modeste. 1 800 € par mois. Avec les charges de la maison, le chauffage, la nourriture, il ne reste pas grand-chose. J'ai fait venir un couvreur, un jeune homme sympa qui m'a parlé franchement. « Monsieur Gauthier, le toit tient encore, mais il faudra intervenir dans l'année. Sinon, ça va s'aggraver. » J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'allais voir. Mais je ne voyais pas comment faire. Contracter un prêt à mon âge? Impossible. Demander de l'aide à Marc? Non. Hors de question. Je ne veux rien leur devoir. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le déjeuner dont je vais vous parler. Le déjeuner qui a tout changé. C'était un dimanche, début mars. Un dimanche froid et gris, typique de la Bretagne en cette saison. Marc et Véronique devaient venir à midi. J'avais préparé un gigot d'agneau avec des haricots blancs. Un plat qu'Hélène faisait souvent. J'aime cuisiner. Ça m'occupe. Ça me donne l'impression de faire quelque chose d'utile.
J'avais mis la table dans la salle à manger, avec la nappe brodée, les assiettes en porcelaine que ma mère nous avait offertes pour notre mariage. Je voulais que ce soit bien. Ils sont arrivés vers 12h30. Véronique portait un tailleur beige, des talons hauts. Trop habillée pour un déjeuner dominical, mais c'est son style. Marc avait un pull et un jean. Il avait l'air fatigué. Ils m'ont embrassé, on a échangé quelques banalités. « Comment ça va, papa ?»« Bien, bien, et vous ?»« Ça va, le travail, tu sais ?» Toujours la même conversation. On s'est installé à table. J'ai servi le gigot. Véronique a commenté « Oh, de l'agneau, comme c'est charmant. » Charmant. Comme si c'était exotique. On a commencé à manger. Marc a parlé de son travail, d'un chantier compliqué à Cesson-Sévigné. Véronique a parlé d'une vente qu'elle avait conclue. Un appartement avec vue sur la Vilaine à Rennes. 300 000 €, vous imaginez, pour 60 mètres carrés. Le marché est fou. Elle a ri. Marc a souri poliment. Puis, comme toujours, la conversation est revenue à ma maison. C'est Véronique qui a lancé le sujet. « Pierre, Marc m'a dit que vous aviez des problèmes avec le toit. » J'ai acquiescé. « Oui, quelques fuites. Rien de dramatique. J'ai mis des bassines. » Elle a froncé les sourcils. « Des bassines, Pierre, ce n'est pas une solution. Il faut faire intervenir un professionnel. » « Je sais. J'ai fait venir un couvreur. Il m'a fait un devis. Et 15 000 €. Un silence. Marc a levé les yeux de son assiette. Véronique a posé sa fourchette. 15 000 €. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Vous avez cette somme? Non. Un autre silence. Plus long. Je voyais Véronique réfléchir, calculer, chercher les mots. Marc, lui, regardait son assiette. « Pierre, je vais vous dire quelque chose et j'espère que vous ne le prendrez pas mal. » Elle a pris une inspiration. « Vous ne pouvez plus entretenir cette maison. Elle est trop grande, trop chère. Le toit, ce n'est que le début. Après, ce sera la plomberie, l'électricité, les fondations. Vous allez vous épuiser, financièrement et physiquement. » J'ai continué à manger. Je ne disais rien. Elle a continué. « Marc et moi, on s'inquiète pour vous. On ne veut pas que vous vous retrouviez dans une situation difficile. Vous savez, il y a de très belles résidences pour seniors à Rennes, avec des services, une surveillance, des animations. Vous ne seriez plus seul. Vous auriez des gens autour de vous. Je ne suis pas seul. J'ai mes voisins. J'ai mes habitudes. Vos voisins ne sont jamais là, Pierre. Ce sont des résidences secondaires. Et vos habitudes, c'est de vous enfermer ici, à réparer des choses qui ne tiennent plus. Ce n'est pas une vie. » J'ai senti la colère monter, une colère froide. « C'est ma vie, Véronique. C'est la vie que j'ai choisie. Mais ce n'est plus raisonnable. Vous devriez... » Elle s'est interrompue, a cherché ses mots. Marc a levé la main, comme pour l'arrêter. Mais elle a continué. « Vous devriez lâcher prise, papa. » Lâcher prise. Ces 3 mots, prononcés avec une douceur feinte, presque maternelle. Vendez cette vieille chose, elle est plus un fardeau qu'un héritage. Lâchez prise et venez vivre à la ville. Il est temps. J'ai posé mes couverts. J'ai regardé Véronique droit dans les yeux. Un fardeau? Elle a cligné des yeux. Je ne voulais pas dire ça comme ça, Pierre. Je voulais dire que c'est difficile pour vous, que c'est une charge. Une charge. Oui, une charge financière, physique. Vous comprenez ce que je veux dire. Marc a toussé. Véronique, peut-être qu'on pourrait... Quoi, Marc? Peut-être qu'on pourrait quoi? On ne peut pas ignorer la réalité. Ton père a presque 80 ans. Il vit seul dans une maison qui tombe en ruine. C'est dangereux. La maison ne tombe pas en ruine. Ah non? Et les fuites? Et le chauffage qui ne marche plus dans 2 pièces? Et la chaudière qui date de quand déjà? De 1995. 30 ans. Elle va lâcher, c'est sûr. Et après, vous allez passer l'hiver sans chauffage? J'ai souri. Un sourire que je ne ressentais pas. Je me débrouillerai. Véronique a secoué la tête. Vous êtes têtu et irréaliste. Cette maison, c'est du passé. C'est le temps de penser à l'avenir, à votre avenir.
Et franchement, si vous la vendez maintenant, pendant que le marché est bon, vous pourriez vous installer confortablement quelque part, avec de l'argent de côté pour vos vieux jours. Je suis déjà dans mes vieux jours, Véronique. Elle a ri, un rire nerveux. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pourriez profiter, voyager, vous faire plaisir. Je n'ai pas envie de voyager, j'ai envie de rester ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient ici? Les souvenirs? Pierre, les souvenirs, vous les emportez avec vous. Ils ne sont pas dans les murs. C'est là que j'ai compris. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait jamais. Pour elle, une maison, c'était juste des murs, un toit, une adresse. Pour moi, c'était tout. C'était Hélène qui jardine en chantonnant. C'était Marc enfant qui joue dans l'escalier. C'était mon père qui m'apprend à poser du carrelage dans la cuisine. C'était mon grand-père que je n'ai jamais connu mais dont je sens la présence. C'était chaque éclat de rire, chaque dispute, chaque repas, chaque Noël. C'était ma vie, toute ma vie. J'ai souri. J'ai dit « Je comprends votre point de vue, Véronique. Merci de vous inquiéter pour moi. » Elle a eu l'air soulagée. Marc aussi. Il pensait que j'allais réfléchir, que j'allais peut-être céder. On a fini le repas dans un silence presque agréable. J'ai servi une tarte aux pommes que j'avais achetée à la boulangerie. On a bu un café. Puis ils sont partis. Réfléchissez, papa. On en reparle bientôt. J'ai hoché la tête. Quand ils sont partis, je suis resté dans la salle à manger. J'ai débarrassé la table lentement. J'ai lavé la vaisselle à la main. Je n'aime pas le lave-vaisselle. Ça fait trop de bruit. Puis je me suis assis dans le salon, dans mon fauteuil près de la fenêtre. C'est là que je me mets toujours pour lire le journal, pour regarder le jardin. J'ai sorti le petit carnet que je garde dans la poche intérieure de ma veste. Un carnet tout simple, avec une couverture noire, que j'utilise pour noter les courses à faire, les numéros de téléphone, les rendez-vous médicaux. J'ai ouvert une page blanche. J'ai noté la date. 5 mars 2025. Puis j'ai écrit en lettres capitales « Véronique, tu devrais lâcher prise. Vendez cette vieille chose, elle est plus un fardeau qu'un héritage. » J'ai souligné 2 fois « lâcher prise » et « fardeau ». J'ai refermé le carnet. Je ne savais pas encore pourquoi je faisais ça, mais je sentais que c'était important, que ces mots, un jour, auraient leur importance. Les jours suivants, j'ai continué ma routine. Le matin, je me levais vers 7 heures. Un café, des tartines, la radio, France Inter, pour les infos. Puis je m'occupais de la maison. Un peu de ménage, un peu de bricolage. Le mercredi, je descendais au marché. J'aime le marché. Les étals de légumes, les fromages, les poissons. Les gens qu'on croise, qu'on salue. Bonjour, monsieur Gauthier. Bonjour, Yvette. Il fait froid aujourd'hui. Oui, mais on s'y fait. Des conversations simples, rassurantes. Le soir, je mangeais léger. Une soupe, une tranche de jambon, un yaourt. Puis je regardais un peu la télévision. Des documentaires, surtout. J'aime bien ceux sur l'histoire, la nature. Vers 22 heures, je montais me coucher. Je lisais un peu, puis j'éteignais la lumière. Mais depuis le déjeuner, je dormais mal. Je repensais aux mots de Véronique. Lâcher prise, comme si c'était facile. Comme si on pouvait juste décider d'oublier 50 ans de vie. Une nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit. Un craquement au-dessus de ma tête. Le toit. Je suis resté immobile, à écouter. Un autre craquement, puis plus rien. J'ai rallumé la lampe de chevet. J'ai mis mes pantoufles. Je suis monté au 2e étage, dans l'atelier. Il pleuvait dehors, une pluie fine et froide. J'ai allumé la lumière. Le plafond était mouillé. Une tache sombre s'étendait au-dessus de l'établi. J'ai touché. C'était humide. Froid. J'ai soupiré. Il fallait remettre une bassine. Je suis redescendu chercher un seau dans la buanderie. Je l'ai posé sous la fuite. Les gouttes tombaient dedans avec un bruit régulier. Plic, plic, plic. Je me suis assis sur une vieille chaise dans l'atelier, à regarder le seau se remplir. J'ai pensé à Hélène, à sa main dans la mienne, à l'hôpital. Promets-moi de ne jamais vendre la maison. Je lui avais promis, et je tiendrai ma promesse.
Mais comment? Comment faire face aux réparations, à l'usure, au temps qui passe? Je n'avais pas de solution, pas encore. Le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin. Pas pour le toit, bien sûr. Pour moi. Depuis quelques semaines, je sentais une douleur dans la poitrine. Rien de terrible, juste une gêne, une oppression. Je me disais que c'était le stress, la fatigue. Mais la nuit précédente, ça avait été plus fort. Le docteur Lemaire m'a reçu l'après-midi même. Il m'a ausculté, a pris ma tension, a fait un électrocardiogramme. Il a froncé les sourcils. « Pierre, votre tension est trop élevée et l'électro montre des petites anomalies. Ce n'est probablement rien de grave, mais je préfère qu'on fasse des examens complémentaires. Je vous envoie voir un cardiologue. » Un cardiologue? Oui, c'est juste par précaution. Ne vous inquiétez pas. Mais à votre âge, il vaut mieux surveiller. J'ai hoché la tête. Le docteur Lemaire me connaît depuis 30 ans. C'est lui qui a suivi Hélène jusqu'à la fin. Il a toujours été honnête avec moi. S'il dit qu'il faut consulter, je consulte. Le rendez-vous chez le cardiologue a été fixé 2 semaines plus tard. En attendant, j'ai continué ma vie. Mais cette douleur dans la poitrine, elle ne partait pas. Parfois, en montant les escaliers, je devais m'arrêter, reprendre mon souffle. Parfois, la nuit, je me réveillais avec cette oppression, cette sensation d'avoir un poids sur le thorax. Marc a appelé un soir vers 19h. « Papa, comment ça va ?»« Ça va, ça va. » Véronique et moi, on voulait savoir si tu avais réfléchi à ce qu'on a dit l'autre jour. J'ai serré le combiné. Oui, j'y ai réfléchi. Et je reste ici, Marc. C'est ma maison. Un silence. Puis, papa, on veut juste ton bien. Je sais, Marc, mais mon bien, c'est de rester ici. Il a soupiré. Bon, on en reparlera. Prends soin de toi. Toi aussi. Après avoir raccroché, je me suis senti encore plus seul. Marc n'était pas méchant. Il n'était pas cupide comme Véronique. Mais il était faible. Il laissait sa femme décider pour lui. Et moi, je ne pouvais compter que sur moi-même. Le jour du rendez-vous chez le cardiologue, j'ai pris le bus jusqu'à Rennes. Le cabinet était près de la gare. Le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années, très professionnelle. Elle m'a fait passer une échographie cardiaque, un test d'effort. Pendant le test, j'ai senti cette douleur revenir, plus forte. J'ai dû m'arrêter. Le docteur Moreau m'a fait asseoir. « Monsieur Gauthier, votre cœur est fatigué. Il y a un début d'insuffisance. Ce n'est pas critique, mais il faut surveiller. Je vais vous prescrire des médicaments. Et surtout, éviter les efforts trop importants. Le stress. » Le stress. Oui, le stress est mauvais pour le cœur. J'ai failli rire. Comment éviter le stress quand on a une maison qui s'effondre, une belle-fille qui vous harcèle et qu'on a fait une promesse à sa femme décédée? Je suis rentré à Saint-Malo avec mon ordonnance. J'ai passé à la pharmacie, j'ai acheté les médicaments. Des bêta-bloquants, m'a expliqué la pharmacienne, pour réguler le rythme cardiaque. J'ai commencé à les prendre le soir même. Quelques jours plus tard, c'était la fin mars. Une soirée douce, presque printanière. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. Hélène m'avait appris. Il faut couper les branches mortes, garder les plus vigoureuses. Ça permet à la plante de mieux respirer, de produire plus de fleurs. Je travaillais lentement, avec précaution. Le sécateur était vieux, un peu rouillé, mais il coupait bien. C'est là que ça s'est passé. J'ai senti cette douleur, mais pas comme avant. Plus intense, beaucoup plus intense, comme si on m'écrasait la poitrine. J'ai lâché le sécateur, j'ai porté la main à mon cœur. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne passait pas. J'ai fait quelques pas vers la maison, mais mes jambes ne me portaient plus. Je suis tombé à genoux dans l'herbe. La douleur irradiait dans mon bras gauche, dans ma mâchoire. Je savais ce que c'était, une crise cardiaque. Je me suis dit, c'est fini, c'est comme ça que ça se termine. Seul dans mon jardin, à genoux dans l'herbe, j'ai pensé à Hélène. J'ai pensé que j'allais la rejoindre. Ça me semblait presque logique, mais je n'ai pas perdu connaissance. La douleur a diminué, lentement, très lentement.
Au bout de quelques minutes, je pouvais respirer à nouveau. Je suis resté là, dans l'herbe, tremblant. Puis j'ai réussi à me relever. J'ai marché jusqu'à la maison. J'ai appelé les urgences. Je pense que j'ai eu une crise cardiaque. Vous avez mal maintenant? Non, plus maintenant. Mais tout à l'heure, oui. Ne bougez pas. On arrive. L'ambulance est arrivée en 20 minutes. 2 jeunes secouristes, un homme et une femme. Ils m'ont fait un électrocardiogramme sur place. Il y a eu une alerte, c'est sûr. On vous emmène à l'hôpital pour surveillance. Je n'ai pas protesté. À l'hôpital, on m'a mis sous monitoring. Perfusion, électrodes partout. Le cardiologue de garde est venu me voir. Un homme jeune, avec des lunettes. Monsieur Gauthier, vous avez fait ce qu'on appelle un angor instable. Ce n'est pas un infarctus, mais c'est un signal d'alarme. Votre cœur a manqué d'oxygène. On va vous garder quelques jours, faire des examens plus poussés. Quelques jours? Oui, par sécurité. J'ai hoché la tête. Ils ont appelé Marc. Mon numéro d'urgence sur ma carte d'identité. 1 heure plus tard, Marc et Véronique étaient là. Ils sont entrés dans ma chambre. Marc avait l'air inquiet. Véronique aussi, mais d'une autre manière. Une inquiétude calculée. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Je taillais les rosiers. J'ai eu une douleur. Ils disent que c'est un angor. Un angor. C'est grave? Le médecin dit que c'est un signal, qu'il faut surveiller. Véronique s'est assise sur la chaise à côté du lit. Pierre, vous voyez bien que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous vivez seul, vous faites des efforts physiques, vous vous mettez en danger. Marc a posé sa main sur mon épaule. Papa, il faut qu'on parle sérieusement. De ton avenir, de la maison. Pas maintenant, Marc. Si, maintenant. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas finir par mourir dans ce jardin, tout seul, et on ne sera pas là pour te sauver. J'ai fermé les yeux. La fatigue, les médicaments, la colère, tout se mélangeait. Je suis fatigué. On en reparlera. Véronique s'est penchée vers moi. Pierre, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai ouvert les yeux. Je l'ai regardée. Et j'ai vu. J'ai vu ce qu'elle voulait vraiment. Pas mon bien. Pas ma sécurité. Elle voulait la maison. Elle voulait que je vende pour qu'il touche l'argent. Peut-être qu'elle se disait qu'une partie me reviendrait, que je pourrais vivre dans une résidence. Mais l'essentiel irait à Marc. Leur permettrait d'acheter plus grand, de s'installer mieux, de grimper sur l'échelle sociale qu'elle chérissait tant. Je sais ce que vous voulez, Véronique. Elle a cligné des yeux. Que voulez-vous dire? Je sais. Marc a toussé. Papa, tu es fatigué. Repose-toi. On reviendra demain. Ils sont partis. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. Puis leur voix, étouffée, mais audible. Véronique, il faut qu'ils comprennent. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. Marc, je sais, mais tu vois bien qu'il ne veut rien entendre. Véronique, il n'a pas le choix. Il va se tuer. Et franchement, ça serait bête de perdre cette maison pour de l'entêtement. J'ai serré les poings. Là, dans mon lit d'hôpital, avec mes électrodes et ma perfusion, j'ai pris ma décision. Je ne vendrai pas. Jamais. Mais je ne laisserai pas non plus cette maison tomber entre leurs mains après ma mort. Il fallait trouver un autre chemin. Les 3 jours suivants, à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi. Les médecins m'ont fait passer des examens, une coronarographie. Ils ont trouvé un rétrécissement dans une artère. Pas assez grave pour opérer, mais assez pour justifier un traitement renforcé et des précautions. Plus d'efforts importants, monsieur Gauthier, et surtout, gérez votre stress. Le docteur m'a regardé dans les yeux. Si vous continuez comme avant, vous risquez un infarctus. Et celui-là, vous ne le survivrez peut-être pas. J'ai compris le message. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Marc et Véronique sont revenus chaque jour. À chaque visite, c'était la même chanson. Papa, il faut être raisonnable. Papa, pense à ta santé. Papa, la maison, ce n'est pas important. Si, elle était importante, c'était tout ce qui me restait. Le 3e soir, j'étais seul dans ma chambre. Les lumières étaient tamisées. On entendait le bip régulier du monitoring.
J'ai sorti mon petit carnet noir de la table de nuit. J'ai relu ce que j'avais noté le jour du déjeuner. Lâcher prise. J'ai ajouté une nouvelle note. 28 mars. Hôpital. Véronique. Ce serait bête de perdre cette maison pour de l'entêtement. Puis j'ai tourné la page. Et j'ai commencé à écrire autre chose. Un plan. Une idée qui germait depuis quelques jours. Si je ne pouvais pas garder la maison pour moi jusqu'à ma mort, si je ne pouvais pas la laisser à Marc sans qu'elle devienne une monnaie d'échange, alors il fallait trouver une autre solution. Une solution qui respecte la promesse faite à Hélène. Une solution qui empêche Véronique de toucher un seul centime. J'ai écrit « Donation à la mairie, musée, centre culturel, clause viagère ». Les mots s'organisaient dans ma tête. Ça pourrait marcher. La maison deviendrait propriété publique. Elle serait préservée. Et moi, je pourrais y vivre jusqu'à ma mort, avec une petite rente pour assurer mes besoins. Après, elle appartiendrait à la ville, à la communauté. Pas à Marc, pas à Véronique. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. C'était une bonne idée. Une très bonne idée. Le lendemain matin, quand Marc est venu me voir, je lui ai dit que j'allais réfléchir sérieusement à l'avenir de la maison. Il a eu l'air soulagé. « C'est bien, papa. On va t'aider. » J'ai hoché la tête. « Oui, on va voir. » Je suis sorti de l'hôpital le 30 mars. Marc est venu me chercher. Il m'a ramené à Saint-Malo. En entrant dans la maison, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de détermination. J'étais chez moi. Et j'allais me battre pour le rester. Les jours suivants, j'ai fait des recherches. J'ai appelé la mairie. J'ai demandé à parler à quelqu'un du service du patrimoine. On m'a mis en relation avec Madame Kermarek, une femme d'une 60aine d'années, responsable du patrimoine historique de Saint-Malo. Je lui ai expliqué ma situation. J'ai une maison qui a été construite en 1924 par mon grand-père. Elle a une valeur historique, je pense. Je voudrais en faire don à la ville pour qu'elle devienne un lieu culturel, mais j'aimerais pouvoir y vivre jusqu'à ma mort. Il y a eu un silence. Puis, Monsieur Gauthier, c'est une proposition intéressante, mais il faut qu'on se rencontre pour en discuter. Pouvez-vous passer à la mairie cette semaine? J'ai pris rendez-vous pour le jeudi suivant. Le jeudi, j'ai mis mon costume, celui que je mets pour les grandes occasions. Marine, un peu démodé, mais propre et repassé. J'ai pris le bus jusqu'à la mairie. Madame Kermarek m'a reçu dans son bureau, au 2e étage. Un bureau lumineux, avec une vue sur les remparts. Elle était aimable, professionnelle. On a parlé pendant plus d'1 heure. Je lui ai raconté l'histoire de ma famille, de la maison, de mon grand-père maçon, de ma vie avec Hélène. Elle écoutait, prenait des notes. « Monsieur Gauthier, votre maison pourrait effectivement avoir un intérêt patrimonial. La période de construction, l'architecture typique, le lien avec l'histoire locale, c'est possible. Mais il faut qu'on fasse une expertise. Et il faut aussi discuter des modalités juridiques. Une donation avec réserve d'usufruit viager, c'est faisable. Mais ça demande du temps, des démarches. Combien de temps? Quelques mois. Peut-être 6 mois, 1 an. J'ai hoché la tête. J'ai le temps. Elle a souri. Bien, je vais en parler au maire. On vous recontactera. En sortant de la mairie, je me sentais léger. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. Pendant ce temps, Marc et Véronique continuaient à me presser. Tous les dimanches, ils venaient déjeuner. Et tous les dimanches, c'était la même litanie. « Papa, tu as pensé à ce qu'on a dit ?»« Oui, j'y pense. » Et alors, je réfléchis. Véronique commençait à s'impatienter. « Pierre, on ne peut pas attendre éternellement. Vous avez eu un problème cardiaque. Il faut prendre des décisions. » Un dimanche, mi-avril, elle a été plus directe. « Pierre, Marc et moi, on a réfléchi. Si vous vendez la maison, on peut vous aider à acheter un appartement en résidence senior. Vous auriez votre indépendance, mais avec des services. On participerait financièrement. Vous participeriez? Oui. On mettrait, disons, 100 000 €. Et le reste, ce serait pour vous assurer une retraite confortable. 100 000 € sur 600 000. C'était généreux de leur part, non?
Sauf que ce n'était pas leur argent. C'était le mien. C'était ma maison. Merci Véronique. Mais je ne veux pas vendre. Son sourire s'est figé. Vous ne voulez pas vendre. Même après tout ce qui s'est passé. Même après votre hospitalisation. Non. Vous êtes incroyable. Vraiment. Vous préférez mourir dans cette maison plutôt que de vivre confortablement ailleurs. Oui, Marc a posé sa main sur celle de Véronique. Papa, on veut juste... Je sais ce que vous voulez, Marc, et je comprends. Mais cette maison, c'est tout ce que j'ai. C'est ma vie. Et j'ai promis à votre mère de ne jamais la vendre. Véronique s'est levée brusquement. Votre mère est morte, Marc. Elle ne verra pas la différence. Elle s'est tournée vers moi. Et vous, Pierre, vous êtes trop têtu pour voir la réalité. Vous allez finir par vous tuer. Et franchement, on n'a pas que ça à faire, de venir ici tous les dimanches pour se faire rejeter. Marc s'est levé aussi. Véronique, calme-toi. Non, je ne me calme pas. On essaie de l'aider depuis des mois. Il ne veut rien entendre. Tant pis pour lui. Qu'il se débrouille. Ils sont partis, sans finir le repas, sans dire au revoir. Je suis resté seul dans la salle à manger, les assiettes à moitié pleines, le silence. J'ai débarrassé, j'ai lavé la vaisselle, puis je me suis assis dans le salon. J'ai sorti mon carnet, j'ai noté 14 avril. Véronique, votre mère est morte, elle ne verra pas la différence. Et, tant pis pour lui, qu'il se débrouille. J'ai refermé le carnet. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin commençait à reverdir. Les rosiers bourgeonnaient. Hélène aurait été contente. J'attendais encore de recevoir les nouvelles de la mairie. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, mais je savais que j'avais fait le bon choix. La maison ne serait pas vendue. Elle ne tomberait pas entre les mains de Véronique. Elle resterait là, debout, témoin de l'histoire de ma famille. Et moi, je tiendrais ma promesse, même si ça devait me coûter tout ce qui me restait. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Marc ne m'a pas appelé. Véronique non plus. Le silence. Un silence lourd, chargé de rancœur. Je m'y attendais un peu. Quand on refuse de donner aux gens ce qu'ils veulent, ils finissent par se détourner. Même quand ces gens sont votre famille. J'ai continué ma vie. Les médicaments pour le cœur, 2 fois par jour. Le matin et le soir. Des petites pilules blanches qui sont censées me maintenir en vie. Je les prenais religieusement, avec un verre d'eau, devant la fenêtre de la cuisine. Dehors, le printemps s'installait vraiment. Les bourgeons des arbres éclataient, les oiseaux revenaient, la lumière durait plus longtemps. J'ai reçu un coup de fil de Madame Kermarek, de la mairie, début mai. Monsieur Gauthier, j'ai de bonnes nouvelles. Le maire est intéressé par votre proposition. Nous allons faire venir un expert pour évaluer la maison et son intérêt patrimonial. Vous êtes disponible la semaine prochaine ? J'étais disponible. J'étais toujours disponible. L'expert est venu un mardi matin. Un homme d'une 50aine d'années, avec un blouson en cuir et un appareil photo autour du cou. Monsieur Briand. Il a passé 3 heures dans la maison. Il a pris des photos de tout. Les murs, les poutres, l'escalier, les carrelages d'origine dans la cuisine. Il posait des questions. Cette cheminée date de quand ? De la construction, 1924. Et ces vitraux dans la porte d'entrée ? Mon grand-père les a fait faire par un artisan local. Ils représentent des motifs marins. Il prenait des notes dans un petit carnet. Il hochait la tête. À la fin, il m'a serré la main. Monsieur Gauthier, votre maison a un réel intérêt architectural. C'est un bel exemple de l'habitat breton des années 20. Si la ville accepte votre donation, ce sera un ajout précieux au patrimoine local. J'ai souri. Merci. Après son départ, je me suis assis dans le salon. J'avais l'impression d'avoir franchi une étape. Ce n'était pas encore fait, mais c'était en chemin. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Allô ? Monsieur Gauthier ? C'est Maître Le Breton, notaire à Rennes. Votre fils Marc m'a contacté. Il m'a dit que vous envisagiez de vendre votre maison. Il voulait que je vous accompagne dans les démarches. Mon cœur s'est serré. Marc avait contacté un notaire, sans me demander, sans me prévenir. Maître Le Breton,
Je ne vends pas ma maison. Ah, pourtant votre fils semblait convaincu que... Mon fils se trompe. Un silence. Je vois. Bon, dans ce cas, si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée. Bonne journée. J'ai raccroché. J'ai serré le combiné dans ma main. Marc, mon propre fils. Il agissait dans mon dos. Il préparait déjà la vente. Comme si c'était acquis. Comme si ma parole ne comptait pas. J'ai sorti mon carnet. J'ai noté 8 mai. Marc contacte un notaire sans me prévenir. Prépare la vente malgré mon refus. Ma main tremblait en écrivant. Le soir même, Marc a appelé. Papa, j'ai réfléchi. On ne peut pas rester fâché comme ça. Je voudrais qu'on se voie. Qu'on parle calmement. Tu as contacté un notaire, Marc. Un silence. Qui t'a dit ça? Le notaire lui-même, Maître Le Breton. Il m'a appelé. Papa, je voulais juste préparer le terrain, au cas où tu changerais d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Papa. Marc, écoute-moi bien. Cette maison, je ne la vendrai pas. Jamais. Je l'ai promis à ta mère. Et même si je ne l'avais pas promis, je ne la vendrai pas. C'est ma vie. Tu comprends ça? Oui, papa, je comprends. Mais tu ne comprends pas que je m'inquiète pour toi. Que Véronique et moi, on veut juste que tu sois en sécurité. En sécurité ou enrichi? Quoi? Tu as bien entendu, vous voulez que je vende pour que vous touchiez l'argent. Ne fais pas comme si c'était pour mon bien. Papa, tu es injuste? Injuste? Tu contactes un notaire dans mon dos et c'est moi qui suis injuste? Marc a soupiré. Je ne veux pas me disputer avec toi, on en reparlera quand tu seras plus calme. Il a raccroché. Je suis resté assis dans le salon, le téléphone à la main. Mon fils unique, il me trahissait. Ou peut-être pas lui, mais sa femme le poussait à me trahir. C'était pareil au fond. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à tout. À Marc enfant. Un garçon timide, un peu maladroit. Il aimait dessiner. Il passait des heures dans sa chambre, à dessiner des bateaux, des maisons, des paysages imaginaires. Hélène disait qu'il serait architecte, mais non, il était devenu plombier. Ce n'est pas un mauvais métier, bien sûr, mais ce n'était pas son rêve. Je me demandais si Véronique l'avait détourné de ses rêves, ou si c'était la vie, simplement. Les jours passaient. Je recevais régulièrement des nouvelles de Madame Kermarek. Le dossier avance bien, Monsieur Gauthier. Le maire est enthousiaste. On prépare un projet pour transformer votre maison en centre culturel et petit musée. Il y aurait des expositions d'artistes locaux, des ateliers d'artisanat breton, des conférences sur l'histoire maritime. Votre maison deviendrait un lieu vivant. Cette idée me plaisait. Beaucoup. La maison jaune, qui avait été si silencieuse depuis la mort d'Hélène, redeviendrait vivante, pleine de voix, de rire, de créativité. Hélène aurait aimé ça. Et pour moi, j'ai demandé, comment ça se passerait? Vous garderiez l'usufruit viager. Vous pourriez continuer à vivre au premier étage, dans votre chambre et la salle de bain. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage seraient dédiés aux activités culturelles. Et la ville vous verserait une rente mensuelle de 900 €, en plus de prendre en charge toutes les réparations et l'entretien. 900 €. Avec ma retraite de 1800 €, ça ferait 2700 € par mois. Largement de quoi vivre confortablement. Plus de soucis pour le toit, la chaudière, l'électricité. La ville s'occuperait de tout. C'est parfait, Madame Kermarek. Bien, on continue les démarches. Il faut encore passer devant le conseil municipal pour valider le projet. Ça prendra quelques semaines. J'ai raccroché. J'ai souri. Ça se mettait en place. Lentement, mais sûrement. Un après-midi de fin mai, j'étais dans le jardin. Je taillais les haies. Un travail physique, mais pas trop intense. Je faisais attention. Le médecin m'avait dit d'éviter les efforts, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais besoin de bouger et de faire quelque chose d'utile. J'ai entendu la grille du jardin s'ouvrir. Je me suis retourné. Véronique, seule. Elle portait un tailleur gris, des talons. Elle avançait prudemment sur l'allée de gravier. « Pierre, vous êtes là. » Véronique, quelle surprise. Elle a souri, un sourire professionnel. Je passais dans le coin. Je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles. Marc n'est pas avec toi. Non, il travaille, je suis venu seul.
Elle s'est approchée. Elle a regardé autour d'elle. Le jardin est beau. Vous faites un travail remarquable. Merci. Un silence. Elle cherchait ses mots. Pierre, je voulais m'excuser pour la dernière fois. J'ai été un peu brusque. C'est juste que je m'inquiète pour vous, pour votre santé. Je comprends. Marc m'a dit que vous aviez été en colère au sujet du notaire. Oui, il ne voulait pas vous blesser. Il voulait juste anticiper. Vous savez comment il est. Il aime que les choses soient organisées. Il aurait dû me demander avant. Vous avez raison. Je lui ai dit. Il regrette. Je ne disais rien. Je la regardais. Elle continuait. Pierre, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on s'y est mal pris. Peut-être qu'on vous a trop poussé. Mais vous devez comprendre notre point de vue. Cette maison, c'est lourd pour vous. Financièrement, physiquement. Et on a peur qu'un jour, il vous arrive quelque chose et qu'on ne soit pas là pour vous aider. Je gère. Oui, mais pour combien de temps encore? Vous avez eu une alerte cardiaque. Le médecin vous a dit de faire attention. Et pourtant, vous êtes là, à tailler les haies, à vous épuiser. Je ne m'épuise pas. Je vis. Elle a secoué la tête. Vous êtes têtu, comme une mule. Elle a ri, un rire forcé. Mais bon, c'est votre caractère. Je respecte ça. Tant mieux. Elle a fait quelques pas vers la maison. Elle a regardé la façade. C'est vraiment une belle maison. Elle a du charme. Elle pourrait se vendre très bien, vous savez. J'ai fait une estimation par curiosité. 650 000 € facile. Peut-être 700 000 avec le bon acheteur. Je ne vends pas, Véronique. Je sais. Mais si jamais, un jour, vous changez d'avis, je pourrais vous aider. C'est mon métier, après tout. Je m'occuperai de tout. Vous n'auriez rien à faire. Et je vous trouverai le meilleur prix. Je ne changerai pas d'avis. Elle a soupiré. Bon, je voulais juste vous le proposer. Elle s'est retournée vers moi. Une dernière chose, Pierre. Marc hérite de cette maison, n'est-ce pas? Oui, c'est mon fils unique. Donc, après votre décès, elle lui reviendra. Normalement, oui. Vous avez fait un testament? Non. Vous devriez, pour éviter les complications. Les successions sans testament, c'est toujours compliqué. Je peux vous donner les coordonnées d'un bon notaire si vous voulez. Je n'ai pas besoin de notaire. Comme vous voulez. Elle a regardé sa montre. Bon, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous à 15h. Prenez soin de vous, Pierre. Elle s'est penchée, m'a embrassé sur la joue. Une bise rapide, froide. Puis elle est partie. Je suis resté dans le jardin, le sécateur à la main. Cette conversation, elle était venue pour sonder le terrain, pour savoir si j'avais fait un testament. Elle voulait s'assurer que Marc hériterait bien, que leur plan de vente après ma mort tenait toujours. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas que tout était en train de basculer. J'ai sorti mon carnet. J'ai noté 27 mai. Visite surprise de Véronique. Me demande si j'ai fait un testament. S'assure que Marc hérite. Insiste encore sur la vente. Cette maison pourrait se vendre à 700 000 €. J'ai refermé le carnet. J'ai continué à tailler les haies. 2 semaines plus tard, début juin, j'ai reçu une convocation. Madame Kermarek. Monsieur Gauthier, le conseil municipal se réunit jeudi soir. Votre projet sera présenté. Vous êtes invité à y assister si vous le souhaitez. J'ai dit oui. Bien sûr que je voulais y assister. Le jeudi soir, je me suis rendu à la mairie. La salle du conseil était au rez-de-chaussée. Une grande pièce avec des lambris en bois, des portraits de maires anciens sur les murs. Il y avait une vingtaine de personnes. Les conseillers municipaux, le maire, monsieur le maître, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes et une cravate. Madame Kermarek était là aussi. Elle m'a fait signe de m'asseoir au premier rang. La réunion a commencé. Plusieurs points à l'ordre du jour, des questions de budget, d'urbanisme, de voirie. J'écoutais d'une oreille distraite, puis, enfin, mon projet. Point numéro 7. Donation de la maison Gauthier pour un usage culturel. Le maire a pris la parole. Mesdames et messieurs, nous avons l'opportunité de recevoir une donation importante.
Monsieur Pierre Gauthier, ici présent, propose de donner sa maison familiale à la ville afin qu'elle devienne un centre culturel et un petit musée dédié à l'histoire locale et à l'artisanat breton. Il a présenté le projet, les photos de la maison, l'expertise patrimoniale, les idées d'utilisation. Puis Madame Kermarek a pris le relais. Elle a expliqué les aspects techniques, juridiques, financiers. La ville prendrait en charge l'entretien et les réparations. En contrepartie, Monsieur Gauthier conserverait un droit d'usage viager sur une partie de la maison et recevrait une rente mensuelle de 900 €. Un conseiller a levé la main. C'est un beau projet, mais quel est le coût pour la ville? Madame Kermarek a répondu, les travaux d'aménagement sont estimés à 150 000 €. Ensuite, le fonctionnement annuel coûterait environ 30 000 €. Mais on pourrait demander des subventions régionales pour le patrimoine, ce qui réduirait considérablement la charge. Un autre conseiller. Et après le décès de Monsieur Gauthier, la maison appartiendrait entièrement à la ville. On pourrait l'utiliser pleinement pour des activités culturelles. Le débat a duré une vingtaine de minutes. Certains trouvaient le projet intéressant, d'autres s'inquiétaient du coût. Puis le maire a appelé au vote. Qui est pour l'acceptation de cette donation? Plusieurs mains se sont levées. Qui est contre? Quelques mains. Qui s'abstient? Une ou deux mains. Le maire a compté. 15 pour, 4 contre, 2 abstentions. Le projet est accepté. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Une tension que je portais depuis des mois. C'était fait. La maison jaune serait sauvée. Après la réunion, le maire est venu me serrer la main. Monsieur Gauthier, merci pour cette généreuse donation. Votre maison sera un bel ajout à notre patrimoine. Merci, monsieur le maire. Madame Kermarek m'a raccompagné à la sortie. Maintenant, il faut préparer l'acte de donation. Vous allez devoir voir un notaire. Je peux vous recommander Maître Dubois, à Saint-Malo. Il est spécialisé dans ce genre de transactions. D'accord. Il faudra aussi prévenir votre famille. Votre fils, je crois. Oui, Marc. Il doit être au courant. Légalement, il a le droit de contester la donation s'il estime que ça lèse sa part d'héritage. Il pourrait bloquer le projet. C'est possible, mais si vous expliquez bien vos motivations et si le notaire rédige l'acte correctement, ça devrait passer. J'ai hoché la tête. Il faudrait donc affronter Marc et Véronique, leur annoncer que la maison ne leur reviendrait jamais, que leur rêve de vente à 700 000 € s'envolait. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le plus dur était devant moi. Le lendemain, j'ai appelé Maître Dubois. Un rendez-vous a été fixé pour la semaine suivante. En attendant, je réfléchissais à comment annoncer la nouvelle à Marc. Est-ce que je devais l'inviter, lui parler en face à face? Ou est-ce que je devais attendre que tout soit signé, irréversible? J'ai décidé d'attendre. Je ne voulais pas qu'ils essaient de me faire changer d'avis. Je ne voulais pas de scènes, de cris, de chantage émotionnel. Une fois que tout serait signé, ils ne pourraient rien faire. Le rendez-vous avec Maître Dubois s'est bien passé. Un homme calme, méticuleux. Il m'a expliqué tous les aspects juridiques. Monsieur Gauthier, vous comprenez bien que cette donation est définitive. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Après votre décès, la maison appartiendra à la ville. Votre fils n'héritera pas. Je comprends. Et vous êtes certain de votre décision? Absolument certain. Il a préparé les documents. Il faudrait 2 semaines pour finaliser l'acte, puis une signature en présence du maire et de témoins. Ce sera fait début juillet. Il a dit début juillet, dans 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, j'ai vécu dans une sorte de suspens. Marc a appelé une fois pour prendre des nouvelles. Ça va, papa? Oui, ça va. Tu fais attention à toi? Oui. Bon, on passera te voir bientôt. D'accord. Une conversation brève, sans substance. Il ne se doutait de rien. J'ai profité de ces jours pour mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai trié des papiers, des photos. J'ai retrouvé des albums de famille. Marc bébé, dans les bras d'Hélène. Marc à 5 ans, avec un cartable trop grand. Marc à 20 ans, le jour de son bac. Des souvenirs, des moments heureux. Quand est-ce que ça avait changé? Quand est-ce que mon fils était devenu un étranger? Peut-être que c'était Véronique.
Peut-être que, sans elle, Marc serait resté proche. Ou peut-être que c'était la vie, simplement. Les gens changent, les priorités changent, l'argent devient plus important que les liens. Le 2 juillet, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Monsieur Gauthier, tout est prêt. La signature aura lieu vendredi 5 juillet à 10h à mon étude. Le maire sera présent, ainsi que Madame Kermarek et 2 témoins. Très bien. Vous voulez que quelqu'un de votre famille soit là? Non, je viendrai seul. Le 5 juillet. Plus que 3 jours. Le mercredi soir, Marc a appelé. Papa, Véronique et moi, on voulait passer dimanche. Ça te va? Dimanche. 2 jours après la signature. Parfait. Oui, ça me va. Super. On sera là vers midi. À dimanche. À dimanche. J'ai raccroché. J'ai souri. Dimanche, il découvrirait, et ce serait trop tard. Le vendredi matin, je me suis levé tôt. J'ai mis mon costume, celui de la mairie. J'ai pris mon petit carnet noir, que j'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. Puis je suis parti à pied vers l'étude de Maître Dubois. Il faisait beau, un soleil doux, un ciel bleu sans nuages. Les rues de Saint-Malo étaient calmes. Quelques touristes, déjà malgré l'heure matinale. L'étude était près du port. Un bel immeuble ancien, avec une plaque en cuivre. Maître Dubois, notaire. Je suis entré. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire. Monsieur Gauthier, ils vous attendent dans la salle de réunion. La salle de réunion était au premier étage. Une grande table ovale en bois sombre. Le maire était là, en costume. Madame Kermarek aussi, avec une chemise pleine de documents. 2 témoins, que je ne connaissais pas. Des employés de la mairie, je suppose. Et Maître Dubois, bien sûr, avec ses lunettes et ses dossiers. Monsieur Gauthier, bonjour. Asseyez-vous. Je me suis assis. Maître Dubois a ouvert un dossier. Nous allons procéder à la signature de l'acte de donation de la maison Gauthier à la ville de Saint-Malo, avec réserve d'usufruit viager. Je vais vous relire les termes principaux de l'acte. Il a lu, lentement, avec précision, chaque clause, chaque condition. La maison deviendrait propriété de la ville. Je conserverai le droit d'y vivre jusqu'à ma mort, dans la chambre du premier étage. La ville prendrait en charge tous les travaux et l'entretien. Je recevrai une rente mensuelle de 900 €. Après mon décès, la maison serait entièrement dédiée aux activités culturelles. Vous avez des questions, monsieur Gauthier? Non, tout est clair. Très bien. Alors, si vous voulez bien signer ici, et là. J'ai pris le stylo. Un stylo plume, lourd, avec de l'encre bleue. J'ai signé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pierre Gauthier. Mon nom, en lettres penchées, un peu tremblantes. Puis le maire a signé. Madame Kermarek a signé. Les témoins ont signé. Maître Dubois a apposé son sceau. Voilà, c'est fait. La maison Gauthier appartient désormais à la ville de Saint-Malo. J'ai senti une émotion monter. Pas de la tristesse, pas du regret, du soulagement et de la fierté. J'avais tenu ma promesse. Hélène pouvait reposer en paix. Le maire m'a serré la main. Monsieur Gauthier, au nom de la ville, je vous remercie. Votre geste est généreux et courageux. Nous ferons honneur à votre maison. Merci, monsieur le maire. Madame Kermarek s'est approchée. Monsieur Gauthier, il y a encore une chose. Nous avons pensé qu'il serait bien d'apposer une plaque commémorative sur la façade de la maison, avec une phrase qui explique le don. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait écrire? J'ai réfléchi, puis j'ai sorti mon carnet noir. Je l'ai ouvert à la première page. Cette maison a été sauvée par celui qui a refusé de lâcher prise. J'ai montré la phrase à Madame Kermarek. Elle a souri. C'est parfait. Je suis sorti de l'étude en milieu de matinée. Le soleil était plus haut, plus chaud. J'ai marché le long du port. Les bateaux, les mouettes, l'odeur de la mer. J'ai acheté une crêpe au sucre à un stand ambulant. Je l'ai mangée lentement, assis sur un banc face à l'eau. C'était bon, simple mais bon. J'ai pensé à dimanche, à la tête de Véronique quand elle apprendrait, à celle de Marc. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. De la satisfaction, oui, mais aussi une tristesse, parce que j'avais dû en arriver là, parce que mon fils n'avait pas compris, parce que l'argent avait pris plus d'importance que l'amour. Le samedi,
J'ai préparé la maison pour le déjeuner du dimanche. J'ai fait le ménage. J'ai cuisiné un poulet rôti aux herbes, des pommes de terre sautées. J'ai mis la table avec soin. Nappe blanche, assiette en porcelaine. Comme d'habitude. Comme si de rien n'était. Le dimanche matin, je me suis levé tôt. J'ai mis de la musique. Un vieux disque de Georges Brassens qu'Hélène aimait bien. J'ai relu mon carnet noir, toutes les notes que j'avais prises depuis mars. Les phrases de Véronique, les manœuvres de Marc, les preuves de leur cupidité. Je n'avais peut-être pas besoin de tout leur dire, mais je voulais qu'ils sachent que je savais, que je n'étais pas dupe. Vers midi moins le quart, j'ai entendu la voiture, le bruit du moteur, les pneus sur le gravier, puis la portière qui claque, puis une autre. Ils étaient là. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne sonnent. Marc portait un jean et une chemise claire. Véronique, une robe d'été, des sandales à talons. Elle avait l'air de bonne humeur. « Pierre, bonjour. » Elle m'a embrassé. Marc aussi. « Ça sent bon, papa. Qu'est-ce que tu as préparé ?»« Un poulet. » On s'est installé au salon pour l'apéritif. J'ai servi du porto avec des olives et des cacahuètes. On a parlé de tout et de rien. La météo, les vacances qu'il prévoyait en août en Corse. Le travail de Marc qui allait bien. Véronique a raconté une vente compliquée qu'elle avait finalement conclue. Un couple de Parisiens, très exigeants. Mais j'ai réussi à les convaincre. 350 000 € pour un appartement de 70 mètres carrés. Une belle commission. Je souriais. J'écoutais. Je ne disais pas grand-chose. Puis on est passé à table. J'ai servi le poulet. Véronique a complimenté. « C'est délicieux, Pierre. Vous cuisinez vraiment bien. » « Merci. » Marc a parlé d'un chantier qu'il commençait la semaine suivante. Une grosse rénovation à Dinard. Une villa des années 30. Ça va me prendre 3 mois. Le repas se passait normalement. Presque trop normalement. Puis, au moment du fromage, Véronique a posé la question. « Pierre, vous avez réfléchi à ce qu'on vous a dit ? À propos de la maison. » J'ai posé mon couteau. Oui, j'ai réfléchi. Et j'ai pris une décision. Marc s'est redressé. Ah bon? Quelle décision? J'ai fait don de la maison à la ville de Saint-Malo. Un silence. Un silence absolu. Véronique a cligné des yeux. Pardon? J'ai donné la maison à la ville. Elle deviendra un centre culturel, un petit musée. Marc a posé sa fourchette. Tu as fait quoi? Tu as bien entendu. J'ai signé l'acte vendredi dernier. La maison appartient maintenant à la ville. Véronique s'est levée brusquement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison, c'est l'héritage de Marc. Plus maintenant. Mais vous êtes fou. Vous avez perdu la tête? Marc était blanc, livide. Papa, tu ne peux pas avoir fait ça. Pas sans nous consulter. Je n'avais pas besoin de vous consulter. C'est ma maison. J'en fais ce que je veux. Véronique a fait le tour de la table. Elle tremblait de rage. Vous avez donné 700 000 € à la ville? 700 000 €. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas de l'argent, Véronique. C'est une maison avec une histoire, une âme. Vous ne l'avez jamais compris. Mais Marc, ton fils, il avait besoin de cet héritage. Marc a un métier, il a une entreprise. Il n'a pas besoin de vendre la maison de sa mère. Marc s'est levé aussi. Papa, comment tu as pu nous faire ça? Comment tu as pu nous trahir comme ça? Vous trahir? C'est moi qui vous trahis? Vous avez passé des mois à me harceler pour que je vende. Vous avez contacté un notaire dans mon dos. Vous avez calculé la valeur de la maison comme si j'étais déjà mort. Et c'est moi qui vous trahis. Véronique a crié, vraiment crié. Vous êtes un vieil égoïste, un vieux fou. Vous avez gâché l'avenir de votre fils par pure rancune. Par rancune? Non, Véronique. Par respect. Respect pour ma femme qui m'a fait promettre de ne jamais vendre. Respect pour ma famille, pour mon grand-père qui a construit cette maison. Respect pour moi-même. Respecte. Vous parlez de respect? Vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas Marc. Vous ne respectez pas nos besoins, nos projets. J'ai sorti mon carnet noir de ma poche. Je l'ai posé sur la table. Vos projets. Parlons-en. Marc a regardé le carnet. C'est quoi ça?
Un carnet où j'ai noté tout ce que vous avez dit, fait, depuis des mois, chaque phrase, chaque manœuvre. J'ai ouvert le carnet, j'ai lu à voix haute. 5 mars. Véronique, tu devrais lâcher prise. Vendez cette vieille chose, elle est plus un fardeau qu'un héritage. Véronique a pâli. J'ai continué. 8 mai. Marc contacte un notaire sans me prévenir. Prépare la vente malgré mon refus. Marc a baissé les yeux. 27 mai. Visite surprise de Véronique. Me demande si j'ai fait un testament. S'assure que Marc hérite. Insiste sur la vente. Cette maison pourrait se vendre à 700 000 €. J'ai refermé le carnet. Vous voyez, je n'ai rien oublié. J'ai tout noté. Véronique était sans voix. Marc aussi. Puis Véronique a repris. Vous nous avez espionnés. Non, je vous ai écouté. Vous parliez assez fort. C'est dégoûtant. Vous êtes dégoûtant. Peut-être. Mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas semblant de m'inquiéter pour quelqu'un alors que je veux juste son argent. Marc a levé la main. Papa, arrête. Ce n'est pas juste de l'argent. On s'inquiétait vraiment pour toi. Vraiment? Alors pourquoi tu as contacté un notaire dans mon dos? Pourquoi Véronique me parlait de 700 000 €? Marc n'a rien répondu. Véronique a pris son sac. On s'en va. Je ne reste pas une minute de plus dans cette maison. Très bien. De toute façon, ce n'est plus ma maison. C'est celle de la ville. Véronique a pointé son doigt vers moi. Vous allez le regretter, Pierre. Vous allez vous retrouver seul. Complètement seul. Et quand vous aurez besoin de nous, on ne sera plus là. Je préfère être seul que mal accompagné. Elle est sortie en claquant la porte. Marc est resté un moment, debout, à me regarder. Il avait l'air brisé. Papa, je ne sais pas quoi dire. J'espérais qu'on pourrait rester proches. Mais là, je ne sais plus. Marc, tu es mon fils. Je t'aime. Mais tu as laissé ta femme me traiter comme un obstacle. Tu as laissé l'argent passer avant notre relation. Alors oui, je suis déçu. Très déçu. Marc a hoché la tête. Il a tourné les talons. Il est sorti. J'ai entendu la voiture démarrer, puis le bruit du moteur qui s'éloigne. Je suis resté assis à la table, seul, avec les assiettes à moitié pleines, le poulet froid, le silence. J'ai pensé que j'avais peut-être perdu mon fils, que Véronique allait le monter contre moi, que je ne les reverrais peut-être plus. Mais j'avais gagné autre chose. J'avais tenu ma promesse. J'avais sauvé la maison. Et j'avais ma dignité. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Je ne vais pas mentir. Le silence était lourd. Marc n'appelait pas. Véronique non plus, évidemment. J'avais l'impression d'avoir coupé le dernier lien qui me rattachait à ma famille. Mon fils unique, parti, à cause d'une maison, ou plutôt, à cause de l'argent qu'elle représentait. Je passais mes journées à ranger, à trier. Les travaux d'aménagement devaient commencer en septembre. La ville avait prévu de transformer le rez-de-chaussée et le 2e étage. Le salon deviendrait une salle d'exposition. La cuisine, un petit café-atelier. Le 2e étage accueillerait des ateliers d'artisanat. Madame Kermarek venait régulièrement pour discuter des plans avec moi. Monsieur Gauthier, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on conserve? Y a-t-il des éléments qui ont une valeur sentimentale particulière? Je lui ai montré la cheminée du salon, avec les carreaux en faïence que mon grand-père avait posés. Le vitrail de la porte d'entrée. L'escalier en chêne avec sa rampe sculptée. Tout ça, il faut le garder. C'est l'âme de la maison. Bien sûr, on fera très attention. Un matin, vers la mi-juillet, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche avec l'entête d'un cabinet d'avocats de Rennes. Maître Jaouin. Je ne connaissais pas ce nom. J'ai ouvert. C'était une mise en demeure. Marc, par l'intermédiaire de son avocat, contestait la donation. Il arguait que j'avais agi sous l'influence d'un trouble mental lié à mon âge et à ma santé, et que la donation lésère sa part réservataire d'héritier. J'ai relu la lettre 3 fois. Marc, mon fils. Il m'attaquait en justice. Il essayait de faire annuler la donation.
pour récupérer la maison, pour la vendre. J'ai appelé Maître Dubois immédiatement. Maître, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Mon fils conteste la donation. Je m'y attendais un peu. Envoyez-moi la lettre, je vais voir ce qu'on peut faire. Je lui ai apporté la lettre l'après-midi même. Il l'a lue attentivement. Monsieur Gauthier, votre fils invoque un trouble mental et une atteinte à la réserve héréditaire. Pour le trouble mental, c'est facile à réfuter. Vous avez toute votre tête. Vous avez été examiné récemment par des médecins. Vous êtes parfaitement capable de prendre des décisions. Pour la réserve héréditaire, c'est plus complexe. En droit français, un enfant unique a droit à la moitié de la succession. Votre donation pourrait effectivement être considérée comme une atteinte à ce droit. Donc il pourrait gagner. C'est possible, mais pas certain. On peut argumenter que vous aviez de bonnes raisons, que la donation est d'intérêt public, que vous conservez un usufruit viager qui réduit la valeur de la donation. On va se battre. Combien de temps ça va prendre? Plusieurs mois, peut-être un an. Les procédures judiciaires sont longues. J'ai soupiré. Marc était prêt à me traîner en justice pendant des mois, à me faire passer pour un vieux fou, pour de l'argent. Je suis rentré chez moi. Je me suis assis dans le salon. J'ai regardé les murs, les meubles, les photos. Hélène qui me souriait depuis un cadre argenté. J'ai murmuré « Qu'est-ce que j'ai fait, Hélène? Qu'est-ce que j'ai fait à notre fils pour qu'il en arrive là ?» Mais je connaissais la réponse. Ce n'était pas moi. C'était Véronique. Elle l'avait poussé. Elle l'avait convaincu que j'étais un obstacle, que je les privais de leur dû. Et Marc, faible, manipulable, avait cédé. Les semaines passaient. L'été était là, chaud et lumineux. Les touristes envahissaient Saint-Malo. Les terrasses des cafés débordaient. Moi, je restais chez moi, à préparer mon déménagement partiel. Je devais libérer le rez-de-chaussée pour les travaux. Tout ce qui était au salon, à la salle à manger, à la cuisine, il fallait le monter au premier étage ou le donner. J'ai fait des cartons, des dizaines de cartons, des livres, de la vaisselle, des bibelots. Certains objets, je les gardais. D'autres, je les donnais à Emmaüs. C'était douloureux. Chaque objet était un souvenir. Cette assiette, c'était celle qu'on utilisait pour les anniversaires. Ce vase, Hélène l'avait acheté lors d'un voyage en Provence. Cette lampe, c'était son père qui nous l'avait offerte pour notre mariage. Un après-midi, alors que j'étais en train de trier des photos dans le salon, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. C'était un homme d'une trentaine d'années, brun, avec une barbe bien taillée et des lunettes rondes. « Monsieur Gauthier, je suis Julien Marek. Je suis journaliste à Ouest France. J'ai entendu parler de votre donation à la ville. J'aimerais écrire un article sur vous et sur votre maison. » Un article? Oui, je trouve votre geste très beau, généreux, et j'aimerais le faire connaître. Beaucoup de gens détruisent le patrimoine pour de l'argent. Vous faites le contraire. C'est rare. J'ai hésité. Puis j'ai dit « Entrez ». Il est entré. On s'est installé au salon. Il a sorti un petit enregistreur. « Vous permettez ?» J'ai hoché la tête. Il a posé des questions, beaucoup de questions, sur ma vie, sur Hélène, sur la maison, sur ma décision de la donner. Je lui ai tout raconté, sauf l'histoire avec Marc et Véronique. Je ne voulais pas salir mon fils en public. « Et votre famille, monsieur Gauthier? Qu'est-ce qu'elle pense de cette donation? » Ma femme est décédée. Mon fils, il a sa vie à Rennes. Il soutient votre décision. On a des points de vue différents. Julien Marek a compris que je ne voulais pas en dire plus. Il n'a pas insisté. On a parlé encore 1 heure, puis il a pris des photos, de moi, de la maison, du jardin. L'article paraîtra dimanche prochain. Je vous enverrai un exemplaire. Merci. Le dimanche suivant, l'article était en page 3 d'Ouest France. Un grand article avec des photos en couleur. Le titre, « À Saint-Malo, un homme de 79 ans donne sa maison familiale pour sauver le patrimoine. » Le texte était élogieux. Il racontait l'histoire de mon grand-père, de ma vie avec Hélène, de ma décision de donner la maison à la ville plutôt que de la vendre. Il y avait une citation de moi. « Cette maison, ce n'est pas de l'argent, c'est une vie.
Et une vie, ça ne se vend pas. L'article a eu un certain retentissement. J'ai reçu des coups de fil, des gens que je ne connaissais pas, qui voulaient me féliciter, des voisins qui venaient de sonner pour me dire « bravo ». Un élu régional a même parlé de me remettre une médaille. J'étais gêné, je n'avais pas fait ça pour la gloire, je l'avais fait pour Hélène. Et pour moi. Mais l'article a eu une autre conséquence. Marc l'a lu, et Véronique aussi, et ils n'ont pas apprécié. 3 jours après la parution de l'article, j'ai reçu un appel. Un numéro que je connaissais. Marc. J'ai hésité à décrocher. Puis j'ai décroché. Allô? Papa, c'est Marc. Oui. J'ai vu l'article dans Ouest France. Ah. Tu nous fais passer pour des monstres, pour des gens cupides qui voulaient te voler ta maison. Je n'ai jamais dit ça, Marc. Je n'ai même pas parlé de vous dans l'interview. Tu n'as pas eu besoin. Les gens comprennent. Ils comprennent que tu as donné la maison pour qu'on ne la touche pas, que tu préfères la donner à des inconnus plutôt qu'à ton propre fils. Marc, ce n'est pas contre toi. C'est pour préserver la maison, pour qu'elle reste debout, vivante. Tu parles. C'est contre nous, contre moi, contre Véronique. Tu veux te venger parce qu'on voulait que tu sois raisonnable. Raisonnable. Ce mot encore. Oui, raisonnable. Parce que c'est ce que tu n'es pas. Tu es têtu, égoïste, et maintenant tu te fais passer pour un héros dans les journaux. Je ne me fais passer pour rien, Marc. Le journaliste est venu, j'ai répondu à ses questions. C'est tout. Tu sais quoi, papa? Tu as gagné. Tu as ta maison, ta gloire, mais tu as perdu ton fils. Parce que moi je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Il a raccroché, brutalement. J'ai gardé le combiné à l'oreille quelques secondes, à écouter la tonalité. Puis j'ai raccroché aussi. Marc ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Ces mots résonnaient dans ma tête. Mon fils unique, parti. Définitivement peut-être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout, à la promesse faite à Hélène, à la cupidité de Véronique, aux manœuvres de Marc, à ma décision de donner la maison. Est-ce que j'avais bien fait? Est-ce que ça valait la peine de perdre mon fils? Oui, ça valait la peine. Parce que si j'avais cédé, si j'avais vendu, j'aurais trahi Hélène, j'aurais trahi ma famille, j'aurais trahi moi-même. Et au final, Marc et Véronique auraient eu leur argent, mais moi, je serais mort à petit feu dans une résidence senior, en regrettant chaque jour d'avoir abandonné. Début août, Maître Dubois m'a appelé. « Monsieur Gauthier, j'ai des nouvelles. L'avocat de votre fils a retiré la contestation. » « Pardon ? Ils abandonnent la procédure. Ils ne contestent plus la donation. Pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas de chance de gagner. Peut-être que l'article dans le journal les a dissuadés. Attaquer un vieil homme généreux qui donne sa maison au patrimoine, ça ne fait pas bonne impression. Donc c'est fini ? La donation est définitive ? Oui. Sauf contestation d'un tiers, mais c'est peu probable. La maison appartient à la ville. J'ai raccroché. J'ai souri. C'était fini. Vraiment fini. Marc avait abandonné. La maison était sauvée. Les travaux ont commencé début septembre comme prévu. Une équipe d'ouvriers est arrivée. Ils ont démonté des cloisons, refait l'électricité, poncé les parquets. Le bruit, la poussière, le chaos. Mais je ne me plaignais pas. C'était nécessaire. Et puis, je n'étais pas seul. Les ouvriers étaient sympas. On discutait pendant les pauses. Ils m'apportaient un café. Je leur racontais l'histoire de la maison. Le chef de chantier, Loïc, un gars d'une 40aine d'années, m'a dit un jour « Monsieur Gauthier, vous êtes un sacré bonhomme. Donner une maison comme ça, à votre âge, c'est pas commun. Moi, à votre place, je sais pas si j'aurais eu le courage. » Ce n'est pas du courage, Loïc, c'est juste de l'amour. Pour ma femme, pour ma famille, pour cette maison. Les semaines passaient, les travaux avançaient. Le rez-de-chaussée prenait forme. Le salon était devenu une belle salle claire, avec des spots au plafond et des panneaux pour accrocher des tableaux. La cuisine avait été transformée en un petit café cosy,
avec des tables en bois et une machine à café professionnelle. Le deuxième étage accueillait 2 ateliers, un pour la poterie, un pour la couture et la broderie. Début octobre, Madame Kermarek est venue visiter. Elle était ravie. Monsieur Gauthier, c'est magnifique. On a réussi à préserver l'âme de la maison tout en la modernisant. Je suis très fier de ce projet. Moi aussi, Madame Kermarek. On prévoit l'inauguration pour novembre. Le maire voudrait organiser une petite cérémonie, avec la presse, des élus, des habitants. Vous seriez d'accord? Oui, ce serait bien. L'inauguration a été fixée au samedi 23 novembre. J'ai reçu un carton d'invitation officiel. La ville de Saint-Malo a l'honneur de vous inviter à l'inauguration de la Maison Gauthier, centre culturel et musée d'histoire locale. En dessous, il y avait une petite phrase. En présence de Monsieur Pierre Gauthier, donateur. J'ai montré le carton à mon médecin, le docteur Lemaire, lors d'une visite de contrôle. Alors Pierre, vous allez être une célébrité. Ne vous moquez pas, docteur. Il a ri. Non, non, c'est sérieux. Ce que vous avez fait, c'est admirable. Pas beaucoup de gens auraient ce courage. Ce mot encore. Courage. Moi, je ne me sentais pas courageux. Je me sentais juste en paix. Pour la première fois depuis longtemps. Les jours précédant l'inauguration, je me suis demandé si je devais inviter Marc. C'était mon fils après tout. Malgré tout ce qui s'était passé, c'était mon fils. J'ai appelé son numéro, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. J'ai laissé un message. Marc, c'est papa. L'inauguration de la maison a lieu samedi prochain. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. J'aimerais que tu sois là. Il n'a pas rappelé. Le samedi 23 novembre, il faisait un temps gris et froid, typique de novembre en Bretagne. Mais il ne pleuvait pas. J'ai mis mon costume, une cravate noire, des chaussures cirées. Je me suis regardé dans le miroir, un vieil homme de presque 80 ans. Fatigué, mais debout. Encore debout. L'inauguration était prévue à 15 heures. Vers 14h30, les gens ont commencé à arriver. Des voisins, des habitants de Saint-Malo, des élus, des journalistes. Il y avait une estrade montée devant la maison, avec des micros et des chaises, des banderoles. Bienvenue à la Maison Gauthier. Le maire est arrivé, accompagné de plusieurs adjoints et de Madame Kermarek. Il m'a serré la main chaleureusement. Monsieur Gauthier, prêt pour votre grand jour? Aussi prêt qu'on peut l'être. À 15 heures pile, la cérémonie a commencé. Le maire a pris la parole. Il a parlé du patrimoine, de l'importance de préserver l'histoire, de mon geste généreux. Puis Madame Kermarek a présenté le projet, les activités prévues, les ateliers, les expositions. Puis le maire m'a appelé sur l'estrade. « Monsieur Pierre Gauthier, s'il vous plaît. » Je suis monté. Mon cœur battait fort. Il y avait peut-être 100 personnes devant moi. Le maire m'a tendu le micro. « Monsieur Gauthier, quelques mots ?» J'ai pris le micro. J'ai regardé la foule. Des visages attentifs, bienveillants. J'ai toussé. Merci d'être venu. Merci à la ville, au maire, à Madame Kermarek, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Cette maison, elle a été construite par mon grand-père en 1924. Elle a vu naître ma mère, puis moi, puis mon fils. Elle a été le témoin de joie, de peine, de toute une vie. Quand ma femme Hélène est décédée, elle m'a fait promettre de ne jamais la vendre. J'ai tenu cette promesse. Mais j'ai voulu aller plus loin. Je voulais que cette maison reste vivante, qu'elle serve à quelque chose, qu'elle continue à raconter des histoires. Alors je l'ai donnée à la ville, pour qu'elle devienne un lieu de culture, de rencontre, de transmission. Je suis heureux aujourd'hui de voir qu'elle a trouvé une nouvelle vie. J'ai marqué une pause. Puis j'ai ajouté, on m'a demandé quelle phrase on devrait mettre sur la plaque commémorative. J'ai choisi celle-ci. Cette maison a été sauvée par celui qui a refusé de lâcher prise. Parce que parfois, tenir bon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Merci. Des applaudissements. Longs, chaleureux. J'ai rendu le micro au maire. Il m'a serré la main. Merci, monsieur Gauthier. Maintenant, nous allons dévoiler la plaque. On s'est dirigé vers la façade de la maison. Une plaque en bronze était recouverte d'un tissu blanc.
Le maire et moi, on a tiré ensemble sur le tissu. La plaque est apparue. Elle portait l'inscription « Maison Gauthier ». Don de Pierre Gauthier à la ville de Saint-Malo, novembre 2025. Cette maison a été sauvée par celui qui a refusé de lâcher prise. J'ai senti les larmes monter. Je les ai retenues. Pas maintenant, pas devant tout le monde. Après la cérémonie, il y a eu un cocktail à l'intérieur. Les gens visitaient, admiraient les travaux, discutaient. On me félicitait, on me serrait la main. Julien Marek, le journaliste, était là. « Monsieur Gauthier, je vais écrire un nouvel article. Celui-ci sera encore plus beau. » « Merci, Julien. » Je circulais, je parlais avec les uns et les autres. Et puis, à un moment, j'ai vu quelqu'un entrer. Un homme, seul, hésitant. Marc. Mon cœur s'est arrêté. Marc était là. Il était venu. Il m'a vu. On s'est regardé. Quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. Puis il s'est approché. « Papa, Marc. » On ne savait pas quoi dire. Puis il a dit « J'ai reçu ton message. » J'ai hésité, mais je me suis dit que je devais venir. Je suis content que tu sois là. J'ai vu la maison. C'est beau, vraiment beau. Merci. Un silence. Puis, « Papa, je suis désolé. Pour tout. Pour le notaire, pour l'avocat, pour tout. » Véronique et moi, on s'est laissé aveugler par l'argent. On n'a pas compris ce que cette maison représentait pour toi. Tu comprends maintenant? Oui. En voyant la plaque, en lisant la phrase, j'ai compris. Tu n'as pas lâché prise. Tu as tenu bon. Et tu avais raison. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Une tension, une douleur. Marc, tu es mon fils. Je t'aime, même quand on n'est pas d'accord. Moi aussi, papa. Je t'aime. On s'est serré dans les bras, un peu maladroitement, comme on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Mais on l'a fait. Véronique n'est pas venue, j'ai demandé. Non, elle ne pouvait pas. C'est encore trop difficile pour elle. Je comprends. Mais moi, je voulais être là, pour te dire que je suis fier de toi. Merci, Marc. On a visité la maison ensemble. Je lui ai montré le salon transformé, le café-atelier, les ateliers du 2e étage. On a parlé des souvenirs. Tu te souviens, papa, quand tu m'apprenais à faire du vélo dans le jardin? Oui, tu avais 6 ans. Tu tombais tout le temps. Et tu me relevais à chaque fois. C'est le rôle d'un père. Marc est resté jusqu'à la fin du cocktail, puis il a dû partir. Je dois rentrer à Rennes, mais on se rappelle, d'accord? D'accord. Et papa, prends soin de toi. Toi aussi, Marc. Il est parti. J'ai regardé sa voiture s'éloigner. Mon fils était revenu. Pas complètement, peut-être. Mais c'était un début. Les semaines suivantes, la maison Gauthier a ouvert ses portes au public. Il y avait des expositions d'artistes locaux, des ateliers de poterie et de broderie, des conférences sur l'histoire maritime de Saint-Malo. Les gens venaient, découvraient, appréciaient. Le café-atelier était toujours plein. Je descendais parfois, je buvais un café, je discutais avec les visiteurs. Certains me reconnaissaient. « Vous êtes Monsieur Gauthier, le donateur ?»« Oui, c'est moi. Merci pour ce que vous avez fait. C'est magnifique. » Je vivais au 1er étage, dans ma chambre et la salle de bain. C'était suffisant. La rente de 900 € tombait chaque mois, ponctuellement. Avec ma retraite, j'avais de quoi vivre confortablement. Je n'avais plus de soucis d'argent, plus de soucis de réparation. La ville s'occupait de tout. Marc m'appelait régulièrement. 1 fois par semaine, parfois plus. On parlait. De tout et de rien. De sa vie, de son travail, de la maison. Il ne parlait jamais de Véronique. Je ne demandais pas. Je savais qu'ils étaient encore ensemble, que rien n'avait changé entre eux. Mais Marc, lui, avait changé. Il était plus présent, plus attentif. Un dimanche de décembre, il est venu déjeuner, seul. On a mangé dans ma petite cuisine du 1er étage. Un pot-au-feu que j'avais préparé. C'est bon, papa, comme avant. Ta mère faisait mieux. Peut-être, mais c'est quand même bon. Après le repas, on est descendu visiter l'exposition du mois. Des aquarelles de paysages bretons par une artiste de Dinard. Marc a regardé les tableaux attentivement.
C'est beau, maman aurait aimé. Oui, elle aurait aimé tout ça. Voir la maison vivante, pleine de monde. On est sorti dans le jardin. Il faisait froid, mais le soleil brillait. Les rosiers étaient nus, endormis pour l'hiver. Papa, tu ne regrettes pas? Quoi donc? D'avoir donné la maison, d'avoir renoncé à l'argent. Non, pas une seconde. J'ai fait ce qui me semblait juste. Et regarde le résultat. La maison est sauvée. Elle vit. Les gens en profitent. Et moi, je peux y rester jusqu'à ma mort. C'est plus que je n'espérais. Marc a hoché la tête. Tu as bien fait, papa. J'ai mis du temps à le comprendre, mais tu as bien fait. On est resté un moment dans le jardin en silence, un silence paisible. Puis Marc a dit, « Papa, je voudrais te demander quelque chose. » « Quoi ? » « Pardon pour tout. Pour avoir douté de toi, pour t'avoir attaqué, pour avoir laissé Véronique te parler comme elle l'a fait. Marc, c'est derrière nous. Non, il faut que je le dise. J'ai été un mauvais fils. J'ai pensé à l'argent avant de penser à toi, et je le regrette. Tu n'es pas un mauvais fils, Marc. Tu as fait des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait. Mais tu es là maintenant, c'est ça qui compte. Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. Merci, papa. Les mois ont passé, l'hiver, puis le printemps. La vie continuait, tranquille, rythmée par les activités de la maison. J'avais trouvé une routine. Le matin, je prenais mon café en regardant le jardin. Puis je descendais voir ce qui se passait. Parfois, je participais à un atelier. J'avais essayé la poterie. Pas terrible, mes créations ressemblaient à des patates difformes. Mais c'était amusant. J'avais aussi noué des amitiés. Avec Loïc, le chef de chantier, qui passait parfois boire un café. Avec Claire, la responsable des ateliers, une femme d'une 50aine d'années, dynamique et gentille. Avec Jean, un retraité comme moi, qui venait tous les mardis pour l'atelier de broderie. Oui, de broderie. Il brodait des voiliers magnifiques. Ma femme m'a appris avant de mourir. Il m'a dit, c'est ma façon de la garder près de moi. Je comprenais. Moi aussi je gardais Hélène près de moi. Dans chaque coin de cette maison, dans chaque rose du jardin, dans chaque souvenir. Un jour de juin, presque un an après l'inauguration, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe épaisse, avec un cachet officiel. La mairie. J'ai ouvert. C'était une invitation. Monsieur Pierre Gauthier, la ville de Saint-Malo a l'honneur de vous remettre la médaille de la ville en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle au patrimoine et à la culture locale. La cérémonie aurait lieu en juillet. J'ai appelé Marc pour lui annoncer. « Papa, c'est génial. Je serai là évidemment. Tu crois que Véronique voudra venir ?» Un silence. « Je ne sais pas, papa, mais moi, je viendrai. » La cérémonie a eu lieu le 15 juillet, dans la salle des fêtes de la mairie. Il y avait beaucoup de monde. Des élus, des associations, des habitants. Marc était au premier rang. Seul. Véronique n'était pas venue. Je ne lui en voulais pas. C'était peut-être mieux ainsi. Le maire a fait un discours. Monsieur Pierre Gauthier incarne les valeurs que nous chérissons. La générosité, le courage, l'amour du patrimoine. En donnant sa maison à la ville, il a fait un geste rare et précieux. Il a montré que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Que l'héritage, ce n'est pas seulement ce qu'on laisse à ses enfants, c'est aussi ce qu'on laisse à sa communauté. Il m'a appelé sur l'estrade. Il m'a accroché la médaille, une pièce de bronze sur un ruban bleu et blanc. Les applaudissements ont éclaté. J'ai regardé Marc. Il souriait. Il était fier. J'ai senti les larmes monter. Cette fois, je ne les ai pas retenues. Après la cérémonie, il y a eu un vin d'honneur. Marc est venu me voir. « Papa, je suis tellement fier de toi. » « Merci, mon fils. » Il a regardé la médaille. Maman aurait été fière aussi. Oui, elle aurait été fière. On est sorti sur la terrasse de la mairie. On voyait les remparts, la mer au loin. Marc a dit,
Papa, je veux que tu saches quelque chose. Véronique et moi, on a des problèmes. On parle de se séparer. Ah, ce n'est pas à cause de toi. Enfin, pas seulement. C'est à cause de nous. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle veut toujours plus. Moi, je veux juste être heureux. Et tu n'es pas heureux avec elle? Non, plus maintenant. Alors fais ce qui est juste pour toi, Marc. La vie est trop courte pour rester dans une situation qui te rend malheureux. Tu ne m'en veux pas pour tout ce qui s'est passé? Non, Marc, je ne t'en veux pas. Tu es mon fils. Je t'aimerai toujours. Il a hoché la tête. On est resté là, à regarder la mer. Deux hommes, un père et son fils, réunis après des mois de séparation. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Aujourd'hui, j'ai presque 80 ans. Je vis toujours au premier étage de la maison Gauthier. Enfin, de la maison Gauthier de la ville de Saint-Malo. En bas, les activités continuent. Des expositions, des ateliers, des conférences. La maison vit, elle respire. Elle est heureuse, si une maison peut être heureuse. Marc vient me voir toutes les 2 semaines. Il a divorcé de Véronique l'année dernière. Il a vendu leur maison de Rennes. Il a acheté un petit appartement. Il a l'air plus léger, plus serein. Parfois, il reste dormir ici, dans l'ancienne chambre du 2e étage, qui a été aménagée en chambre d'amis. C'est sa chambre d'enfant. Il dit qu'il aime y dormir, que ça lui rappelle les bons moments. On ne parle jamais de Véronique. Elle est partie vivre à Paris, paraît-il. Elle a refait sa vie. Tant mieux pour elle. Moi, je suis en paix. Mon cœur tient le coup. Les médicaments font leur travail. Je sais que je n'ai plus beaucoup d'années devant moi. 10 ans, peut-être moins. Mais je les vivrai ici, dans cette maison que j'ai sauvée. Et quand je partirai en sachant que j'ai tenu ma promesse, que j'ai respecté la volonté d'Hélène, que j'ai fait ce qui était juste. Parfois, je m'assois dans le jardin, près des rosiers. Je parle à Hélène. Je lui raconte ce qui se passe. Les expositions, les ateliers, les visiteurs. Marc qui va mieux. La médaille que j'ai reçue. Elle ne répond pas, évidemment. Mais je sais qu'elle m'entend. Je sais qu'elle est fière. Vous me demandez si j'ai des regrets? Non, aucun. La justice que j'ai appliquée était-elle suffisante pour ce qu'ils ont fait? Je pense que oui. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas cherché à les punir. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. J'ai sauvé la maison. J'ai tenu ma promesse. Et au final, j'ai retrouvé mon fils. Pas ma belle-fille, non. Mais mon fils. Et c'est ce qui compte. Aurais-je dû être plus dur? Plus clément? Je ne sais pas. Chacun juge selon ses valeurs. Moi, j'ai jugé selon les miennes. L'amour, le respect, la dignité. Et je crois que c'est suffisant. Alors voilà. C'est mon histoire. L'histoire d'un vieil homme qui a refusé de lâcher prise, qui a tenu bon contre la pression, contre la cupidité, contre l'abandon, qui a choisi de donner plutôt que de vendre, qui a choisi la mémoire plutôt que l'argent, qui a choisi la dignité plutôt que la facilité. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous vendu? Auriez-vous cédé? Ou auriez-vous tenu bon comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Parce qu'au fond, nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre, à ce genre de choix. Entre ce qui est facile et ce qui est juste. Entre ce qui rapporte et ce qui a du sens. Entre lâcher prise et tenir bon. Moi, j'ai choisi. Et je dors en paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, certaines choses ne se vendent pas. Certaines choses valent plus que tout l'or du monde. Et quand vous les avez, accrochez-vous. Ne lâchez jamais prise.